Bonsoir Luc Ferry, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes évidemment philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir Roland Quérol, vous dirigez le CETAN, directeur du Centre d'études et d'analyse, et évidemment son directeur de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po. On commence d'abord peut-être par Cécile Duflot, qui a fait une grande sortie, Luc Ferry, qui s'en prend à l'Église et qui dit mais remplissez votre devoir de charité chrétienne, oui, alors que il fait froid et c'est un peu un appel sous la forme de l'abbé Pierre de 1954. Oui, je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le problème immobilier. Et c'est vrai qu'il y a des congrégations religieuses qui ont des locaux très importants, notamment à Paris. Mais il faut savoir que ces congrégations religieuses sont des congrégations internationales qui n'appartiennent pas en vérité à l'Église de France, qui ne sont pas sous son autorité. Et par ailleurs, les locaux ne sont pas forcément aux normes. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que dit Cécile Duflot. Mais surtout, je crois qu'il y a... Alors là, je pense que notre ami Roland Quérol va en parler. Il y a une dimension politique absolument évidente, c'est que l'affaire du mariage gay prend des proportions que probablement ni le gouvernement ni le Parti socialiste n'avaient prévues. Et l'UMP, comme vous l'avez vu, s'associe à l'Église, ou l'Église à l'UMP. Jean-François Copé a annoncé des manifestations sur ce thème pour le mois de janvier. Et donc, il me semble, si je comprends bien, que Cécile Duflot envoie un scud du côté de l'Église pour dire « Occupez-vous de vos affaires », c'est-à-dire de la charité chrétienne, plutôt que de nous casser les pieds avec le mariage gay. À mon avis, si je résume, c'est ça que ça veut dire. Opération de décrédibilisation, voilà. Un peu. Je ne sais pas ce qu'en pense Roland. Parce non, mais je crois qu'il y a en effet deux plans. Il y a la réalité, il y a tout de même plus de 10 hectares dans Paris, libres, et qui dépendent directement de l'archevêché, sur lesquels il pourrait faire quelque chose. Alors évidemment... Faire plus au moins, c'est ce qu'on veut dire. Parce qu'évidemment, l'Église fait beaucoup pour ils les font SDF beaucoup, quand même. Depuis ils font beaucoup, longtemps. Mais c'est vrai que c'est un gros propriétaire immobilier à Paris, l'Église de France, puis qui continue à y avoir des gens qui lèguent leurs biens immobiliers à l'Église lorsqu'ils meurent. Il y a un vrai patrimoine important qui est extrêmement peu utilisé. Donc, sur le fond, qu'il y ait des discussions avec l'Église de France en lui disant est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ensemble comment mettre aux normes pour pouvoir faire du logement social, moi je trouverais ça très bien. Le fait que, avant même que la lettre soit arrivée, semble-t-il, à l'archevêché, elles le disent à un journal, Parisien, ce matin, et qu'elles enfoncent à ce point la communication pour culpabiliser l'Église, en rappelant elle-même l'abbé Pierre en 54. Là, évidemment, c'est gros. C'est très, très gros. On voit l'opération. Je pense, comme Luc, il y a vraiment une volonté de mettre l'Église catholique en accusation à un moment où ça ne peut que faire plaisir à certains militants dans le contexte qu'a rappelé Luc. Bon, voilà, c'est aussi une manière pour Cécile Duflot, qui est peut-être très mal à l'aise sur un certain nombre de sujets, de montrer qu'elle travaille, qu'elle fait le job. Vous croyez qu'il ne vaudrait pas mieux le faire d'abord et l'annoncer après ? Enfin, moi, je trouve que là, la communication mange décidément tout, quoi. Surtout que l'État a aussi des locaux, alors sans parler des salons des ministères, ce qui serait du persiflage polémique, mais c'est vrai que l'État a aussi des locaux. Mais alors, peut-être ça renvoie à un problème de fond. D'ailleurs, vous-même, faisiez-vous cela lorsque vous étiez rue de Grenelle, cher Luc? Pas suffisamment, je le reconnais volontiers. Mais moi, je vois par exemple l'église. Moi qui ne suis pas croyant, je vois l'église qui est à côté de chez moi, dans le 7e arrondissement, pourtant très chicose. Bon, ils font énormément de choses. Ils font des soirées de Noël, il y a toujours ils abritent des SDF, donc c'est pas vrai. Alors, ce qui est juste, en revanche, c'est qu'à l'intérieur de l'Église, il y a toujours eu deux catégories, au fond, de prêtres. Il y a ceux qui sont très engagés, la main dans la glaise. Bon, le modèle, c'était l'abbé Pierre ou sœur Emmanuel, qui faisait des choses extraordinaires. Et puis, de l'autre côté, il y a des prélats, des théologiens, des intellectuels qui, eux, ne se soucient pas de la charité au sens caritatif du terme immédiat. Donc, c'est vrai que les remuer un peu ne fait pas de mal. Mais... D'ailleurs, ce soir, la revue Goliath, qui est une revue contestataire de gauche dans l'Église catholique, approuve Cécile Duflot. Là aussi, le plaisir de s'en prendre à l'archevêque ne va pas être pour rien. C'est irrésistible. Alors là où il n'y a pas vraiment de charité chrétienne, c'est quand même à l'UMP, et avec une atmosphère plutôt d'acrimonie, même si, miracle, il y a eu une rencontre aujourd'hui, deux rencontres dans la journée. Qu'est-ce qui a pu se passer, à votre avis ? Entre François Fillon et Jean-François Copé, je précise. Je crois qu'il arrive un moment où quand même tout le monde se dit qu'il faut sortir de la crise. Il y a un sondage qui vient de paraître. Chez les sympathisants UMP, en popularité, en souhait d'avenir, Fillon est passé de 90 à 70%. Et Copé de 76 à 42%. Ils sont en train de laisser leur plume dans cette affaire. Et comme Nicolas Sarkozy, de son côté, avec ses essais pas très infructueux quand même, fructueux
pompier de service n'a pas marché non plus. On est devant un parti à terre dans lequel il y a aucun autre possible. Il faut bien voir que les Le Maire, les Bertrand, les NKM, ça sera peut-être pour après-demain, mais c'est pas jouable aujourd'hui à la tête de l'UMP. Donc ça ne peut se résoudre qu'entre Copé et Fillon, avec plus ou moins l'aide de Sarkozy, cette affaire. Ils sentent bien tous les deux que si ça continue comme ça, ils se seront tellement décrédibilisés que c'est pas jouable. Copé, lorsqu'il nous dit on verra ça après les municipales, c'est une blague, quoi. C'est laissez-moi d'abord gagner les municipales, puis c'est pas moi qui vais les gagner, c'est la gauche qui va les perdre, et là-dessus, je serai le sauveur. Là, on pourra imaginer de revoter sur la base de mon triomphe. Fillon ne peut pas accepter ça. Mais Fillon, de son côté, qui n'a pas arrêté de faire monter lui aussi la pression, il aurait pu, après tout, l'élection présidentielle n'est qu'en 2017. Les primaires pour désigner le candidat, c'est en 2016. Ça peut être pas mal de ne pas être dans l'appareil avant. Regardez au Parti Socialiste. Il n'avait pas Martine confiance, Aubry était apparemment. pas... Oui, mais il aurait pu jouer le grand seigneur, sûr. très bien. Rejouons le coup pour la prochaine élection. Et j'exige là une élection sous contrôle, complètement indépendante. Cette façon de s'être à ce point accroché, c'est pas non plus très raisonnable. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas une question de parti pris pro-Fillon ou pro-Copé. Je pense qu'à partir du moment où on reconnaissait qu'il y avait eu des triches, des irrégularités volontaires, enfin bon, appelons ça la triche quand même par son nom, bon, je pense que et tout le monde l'a reconnu, personne ne le conteste. Bon. Non, mais ils disent que c'est des deux côtés. Oui. Mais justement, si c'est des deux côtés a fortiori, et puis c'est très grave quand même quand on représente la République, bon, c'est quand même quelque chose de dramatique. Bon, il y a quand même un principe juridico-démocratique qui doit s'imposer, ou bien on accepte le recours à une commission indépendante, c'était l'objet de la commission Juppé, très bien, bon, Copé n'en a pas voulu. Pourquoi pas ? Mais si on rejette, disons, une espèce de comité de sages, parce qu'il peut avoir une légitimité, dans ce cas-là, le retour à l'élection est absolument indispensable. Et comme vous l'avez dit très bien, parler d'une élection après 2014, c'est une pure blague. Et en plus, Copé est quand même, encore une fois, je ne cherche pas à prendre parti, mais il est quand même, en tant que président du parti, chef du parti, responsable de l'organisation des élections, qui a été quand même calamiteuse. Bon. Et donc, il me semble qu'on ne peut pas les mettre tout à fait sur le même plan, et que si Fillon s'était couché, excusez-moi, mais si Fillon s'était couché, que n'aurait-on dit contre lui en disant, voilà, décidément, c'est un fantôme, hein, ça aurait été juste une politiquement. précision, une info BFM TV, François Fillon assistera à la réunion de la conférence des présidents demain matin. Ça veut dire concrètement qu'il sera comme président de son fameux groupe Rassemblement UMP. Ça veut dire, comme vous disiez, Roland, il ne décroche pas. Heureusement. Et il tient, c'est son moyen de pression, il le conserve et ça continue. Si c'est ça, pardon, j'ajoute juste ça, il lui arrivera exactement la même chose qu'à Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'il disparaîtra des scanners, c'est tout. S'il ne faisait pas ça. Mais évidemment, non, s'il fait ça, s'il fait ce que disait Roland, pardon, c'est ça que je voulais dire, s'il se couche et qu'il accepte de faire une élection en 2014, c'est grotesque, ça veut dire que c'est encore une fois, on dit Fillon le fantôme, Fillon n'existe pas, Fillon se couche encore, courage Fillon, enfin toutes les blagues voilà. Et donc ça, c'est pas acceptable à mon avis, il est carbonisé s'il accepte. La différence avec Ségolène Royal après le congrès de Reims, c'est qu'elle était déjà en perdition dans l'opinion. Le parti était un moyen pour elle de réexister. C'est pas le cas de François Fillon, qui continue à être de loin celui que les sympathisants de droite attendent pour l'élection présidentielle. Donc c'est pas la même situation. Cela dit, moi je crois en effet que on ne peut en sortir que par une élection. Évidemment, il faut revoter. D'accord là-dessus, il faut voter. Et peut-être que Fillon aurait pu entrer dans une discussion très vite sur le fait que c'était en effet, tout le monde le voit bien, de la blague de faire des élections après les municipales, et qu'en revanche, il fallait se mettre d'accord sur un calendrier plus raisonnable. Oui, mais Roland, la vérité, si je ne me trompe, c'est que si Jean-François Copé lâchait l'UMP, alors lui, pour le coup, il est caramélisé. C'est-à-dire qu'il ne reste absolument plus rien. Donc Jean-François Copé se dit forcément, même si je laisse des plumes, même si les sondages... Voilà. Mais si je lâche ça, en plus après ce psychodrame, alors tout est fichu pour lui. Il ne reste plus rien. Donc il ne peut pas se permettre de lâcher l'UMP. Comment il va en sortir ? À mon avis, il n'y a pas d'issue pour l'instant, sauf peut-être s'ils arrivent à négocier sur la date des élections et dire, on les fera quand même en 2013. Alors ça, probablement, Fillon l'accepterait. D'autant que je rappelle que Fillon a toujours dit, je retire mon RUMP si on fait une élection convenable. Hein. Bon, donc il me semble vraiment objectivement que ça peut se terminer que par des élections en 2013. On ne peut pas les faire immédiatement. On ne peut pas sur un champ de ruines, les morts étant sur le terrain, se mettre à faire voter. Bon, après 2014, c'est une blague. Il faut donc, entre les deux, trouver quelque chose de raisonnable, début 2013, acceptable, où personne perde sa chemise. Nous défendons tous les deux, objectivement, le point de vue des fillonistes en disant ça. C'est pas une question de parti pris, c'est une question de bon sens, pour le coup.
Alors, on va écouter Jérôme Chartier, justement, c'est le porte-parole de François Fillon. Il va prendre la parole, justement, pour évoquer cette deuxième rencontre entre François Fillon et Jean-François Copé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est le porte-parole de François Fillon.